J'ai tenu à vous accueillir aujourd'hui à l'hôpital parisien de la PHP, l'hôpital Bichat. D'abord parce que c'est le premier hôpital avec le CHU de Bordeaux à avoir accueilli des malades atteints du coronavirus. Ensuite parce que c'est le premier hôpital où j'ai réalisé mon premier déplacement en tant que ministre, l'après-midi même où j'ai été nommé ministre des Solidarités et de la Santé. Et puis également parce qu'au-dessus de nous, à l'étage juste au-dessus, il y a des chercheurs qui travaillent, qui font de la recherche sur le virus, notamment avec des projets thérapeutiques. Je pense à French Covid, également Discovery. Je voudrais d'abord vous parler de ce coronavirus. Le coronavirus est, comme son nom l'indique, un virus. Des virus, il en existe sous le contrôle du professeur Fontanet qui m'accompagne aujourd'hui. Il en existe des millions. Des millions. Certains sont dangereux pour l'homme, d'autres non. Le coronavirus, lui, il est dangereux pour l'homme. Il a ce qu'on appelle une contagiosité naturelle, qui veut dire que si on le laisse faire, si on le laisse circuler dans la population, il peut être très contagieux. Par les mains, vous le savez, par les gouttelettes, par les contacts, mais également par l'air. Et quand je dis qu'il est très, très contagieux, c'est qu'on a vu qu'au printemps dernier, il pouvait circuler très vite. À titre d'exemple, pendant la première vague, toutes les semaines, 10 malades en contaminaient 30, qui, la semaine d'après, en contaminait 90, qui, la semaine d'après, en contaminait 270. Ce qui fait que ça donnait une courbe qu'on appelle exponentielle de diffusion du virus. On peut dire aussi que tous les 3 jours environ, le nombre de malades du coronavirus doublait. Imaginez 100 malades contaminés aujourd'hui, dans 3 jours, il y en aurait eu 200, dans 6 jours, il y en aurait eu 400, etc. L'épidémie allait donc très vite, suivant cette courbe exponentielle. C'est ce qui s'est passé en France, que nous avons connu, et ce qui s'est passé dans beaucoup de pays dans le monde. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons appris collectivement à lutter contre le coronavirus. Quelles sont les armes? Ce sont les fameux 4 piliers, vous les connaissez. Il y a les gestes barrières que nous appliquons avec beaucoup de rigueur dans notre pays. Il y a le fameux triptyque tracer, alerter, protéger, j'y reviendrai, la protection des vulnérables. Et puis des mesures qu'on appelle des mesures de gestion, qui sont des mesures qui s'appliquent dans certains territoires lorsque le virus nous échappe, c'est-à-dire que la circulation se fait forte. Quels sont les résultats? Les gestes barrières, le port du masque, notre capacité à tester en masse et en cas de doute, le fait d'alerter les cas contacts, de mettre à l'abri les cas contacts et les cas positifs, mais également la poursuite des mesures de gestion depuis la première vague. Je pense à la limitation des grands rassemblements, la fermeture de certains lieux comme les discothèques, les protocoles sanitaires qui ont été mis en place dans les entreprises, dans les transports en commun, dans les écoles. Toutes ces mesures nous ont permis de faire baisser la contagiosité du virus. Si je schématise, là où au printemps, je le disais, 10 malades allaient en contaminer 30 au bout d'une semaine, aujourd'hui, 10 malades vont en contaminer en moyenne 13 au bout d'une semaine. Mais de fait, le virus circule. Là où le nombre de malades doublait tous les 3 jours, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on estime qu'il double environ tous les 15 jours. Là aussi, c'est nettement mieux, mais de fait, le virus circule. Je l'ai déjà dit lors d'une précédente conférence de presse, si chacun d'entre nous fait encore un effort, réduit les contacts sociaux qu'il a, s'astreint à porter le masque, à appliquer les gestes barrières, à se laver les mains, est extrêmement vigilant dans tous les actes de la vie du quotidien, alors nous serons en mesure à nouveau de faire reculer le virus. Quand le virus circule, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre pays, il va contaminer 2 catégories de publics. Les jeunes, les personnes en bonne santé, qui parfois d'ailleurs ne se rendent même pas compte qu'ils ont été contaminés, mais qui parfois vont présenter des symptômes qui peuvent être gênants, voire extrêmement gênants, voire dans des cas plus rares, mais ça arrive, des formes graves avec hospitalisation. Je rappelle que dans nos réanimations, c'est le cas ici à Paris, pour 10 malades en réanimation, 3 ont moins de 65 ans. Le deuxième public cible du virus, ce sont les moins jeunes, les personnes dites vulnérables, porteuses de comorbidités. Ces personnes-là font beaucoup plus souvent des formes graves qui peuvent les conduire plus souvent à l'hôpital, en réanimation, voire entraîner des décès. Plus il y a de malades et plus il y aurait de malades, plus il y a et plus il y aurait de cas graves d'hospitalisation, de réanimation, de décès. Un malade, on le sait, il s'aggrave entre 1 et 2 semaines en général après sa contamination. Ça veut dire que quand on parle des chiffres de nouvelles hospitalisations,
Eh bien, on parle là des malades qui ont été diagnostiqués pour le coronavirus il y a 1 à 2 semaines. Et nous savons que parmi les 15 000 malades diagnostiqués aujourd'hui, il y en aura au moins 75 à 150 qui iront en réanimation et presque autant, hélas, qui décéderont de l'infection. C'est ce qui nous donne de la visibilité. C'est ce qui nous permet de prédire ce qui risque, ce qui va arriver dans les 15 jours à venir et au-delà si nous ne mettons pas en place des mesures pour freiner la circulation du virus. Ainsi, dans les territoires où le virus circule peu, le risque d'avoir un impact important sur les hôpitaux est maîtrisé, mais hélas, ces territoires sont désormais très peu nombreux dans notre pays. Ailleurs, le virus circule suffisamment vite pour que le nombre de personnes contaminées augmente, sans toutefois menacer à court terme nos hôpitaux. Ce sont des zones d'alerte au sein desquelles nous avons augmenté la semaine dernière ces fameuses mesures de gestion pour faire basculer ces territoires du bon côté. Je pense notamment à l'interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans les lieux comme des salles des fêtes. Pourquoi cette mesure ? Parce que le brassage d'un groupe de personnes dans un même lieu clos suffit à augmenter la circulation du virus. C'est une des mesures qui peut suffire parfois dans les endroits où c'est nécessaire à faire reculer le virus. L'effort de plus qui peut faire déclic. Il y a dans les réanimations parisiennes des personnes qui ont été contaminées lors d'un mariage, des personnes qui portent le masque dans les transports en commun ou sur leur lieu de travail, mais qui se sentant rassurées quand elles arrivent chez elles, en invitant des amis ou leur famille, ont enlevé le masque et ont été ainsi contaminées. Ailleurs encore, notamment dans les grandes métropoles, certaines grandes métropoles, là où la population est plus concentrée, le virus circule plus facilement, il évolue déjà bien trop vite, il touche toutes les catégories de population, notamment les populations vulnérables et les personnes âgées. Les conséquences sanitaires sont dans ces endroits déjà visibles, les hôpitaux déjà chargés, avec des soignants qui sont fatigués mais qui donnent tout pour sauver un maximum de vies et qui attendent de nous que nous prenions des mesures et des Français qu'ils puissent les respecter pour préserver les hôpitaux et les malades. Il y a dans ces territoires, on les appelle les zones d'alerte renforcée, des hospitalisations déjà nombreuses et des décès. Les EHPAD y sont aussi plus fragiles qu'ailleurs. Dans ces zones, nous prenons du coup, par nécessité, des mesures de gestion plus contraignantes encore pour freiner plus vite et plus fort la circulation virale. Nous ciblons précisément les milieux et les circonstances à risque en interdisant les grands rassemblements, cette fois-ci au-dessus de 1000 personnes, en interdisant tous les regroupements de personnes sur la voie publique au-delà de 10 personnes, sauf exception. Dans le même esprit, vous le savez, nous y fermons des salles de sport et imposons un couvre-feu dans les bars à 22 heures. Pourquoi ? Parce que ce sont des lieux clos dans lesquels on est proches les uns des autres et on ne va pas pouvoir porter le masque et respecter la distance de sécurité. Les études internationales et françaises montrent qu'on a plus de risques de s'y contaminer et quelles que soient les démarches qui sont entreprises par les personnes qui tiennent ces lieux, et je les sais très mobilisés et je les sais parfois en colère de savoir que leurs bâtiments, que leurs commerces sont soumis à des mesures de restriction alors qu'ils ont fait déjà beaucoup d'efforts. Mais c'est un constat, c'est un fait. Quand on est nombreux dans une pièce fermée, hélas, le risque de contamination y est plus important. Or, tout ce qui peut réduire la circulation du virus dans les territoires dans lesquels il circule trop et où la tension sanitaire est forte, tout ça doit être entrepris. Et puis enfin, il y a les zones qu'on a appelées les zones d'alerte maximale. Les zones où le risque de saturation des hôpitaux et des réanimations est très élevé. Là où on a déjà commencé à déprogrammer des soins utiles pour des malades qui n'ont pas le Covid, des opérations de chirurgie cancérologique par exemple, pour pouvoir libérer des places en urgence pour les malades du Covid. Là où l'incidence, c'est-à-dire la circulation du virus est telle, et notamment chez les publics vulnérables, qu'on sait que quoi qu'on fasse, la situation ne peut pas s'améliorer dans les 15 jours à venir et qu'il y aura plus d'hospitalisation et plus de réanimation. Dans ces territoires, toutes les mesures utiles pour protéger la santé des Français doivent être prises, adoptées, et j'y reviendrai notamment sur la fermeture totale des bars. Nous surveillons ces zones comme le lait sur le feu. Un point de méthode maintenant. J'ai dit que l'impact sanitaire d'une contamination, elle est mesurable au-delà d'1 à 2 semaines. Nous connaissons donc la situation des hôpitaux dans 15 jours, dans chacun des territoires. Ce que nous voulons, c'est donc que les mesures que nous prenons aujourd'hui aient des effets le plus tôt possible, mais on sait que ces effets seront davantage mesurables à partir de dans 15 jours. Il ne faut donc pas vous décourager si vous voyez que
si vous voyez que la situation sanitaire continue de se dégrader pendant quelques jours dans votre territoire, alors que vous faites des efforts. Vos efforts, ils doivent payer, et vos efforts, ils vont payer. D'ailleurs, et pour vous en convaincre, je peux vous annoncer qu'on a aussi des situations territoriales dans lesquelles on commence à constater un frémissement, un début d'embellie sur le plan sanitaire. Certes timide, mais ça compte. Je pense notamment à Bordeaux, à Nice ou même à Marseille, même si, je le dis tout de suite, les niveaux de circulation du virus y restent très élevés, trop élevés, et que les risques sanitaires et de surcharge hospitalière sont encore bien trop importants. Enfin, il faut prendre les signes d'espoir quand ils viennent. C'est un encouragement, en fait, à poursuivre. C'est un encouragement à tenir. Je voudrais laisser la parole au professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste, membre éminent du conseil scientifique et qui va vous présenter en toute transparence des modélisations de la situation dans certains territoires. Ces modèles sont importants parce qu'ils tiennent compte de toutes les caractéristiques que je vous ai présentées, le fait qu'on peut anticiper à 15 jours ce qui va se passer et qu'on peut aussi regarder en arrière pour mieux comprendre et saisir ce qui va se passer dans un avenir prochain. Professeur, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, je vais effectivement détailler avec vous quelques-uns des modèles, la façon avec laquelle nous les construisons et ce qu'ils nous apprennent sur cette épidémie. C'est essentiel d'avoir finalement ces outils sous la main pour essayer d'anticiper des situations parce que, avec des courbes exponentielles comme celles que l'on observe dans une dynamique de transmission d'une maladie infectieuse, les effets peuvent sembler faibles au début et s'accélérer extrêmement rapidement. Et ce sont ces modèles qui nous permettent d'anticiper. Donc je vous montre d'abord ici, avec à titre d'exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes, comment se construisent ces modèles. Sur la gauche, vous avez le nombre d'admissions quotidiennes à l'hôpital, ce sont les points. Et l'équipe de Simon Cochemez à l'Institut Pasteur, qui fait de la modélisation mathématique des maladies infectieuses, utilise ces données observées, les points, pour calibrer des modèles qui leur permettent ensuite d'estimer ce fameux nombre de reproductions que vous connaissez tous aujourd'hui, le nombre de cas secondaires par personne infectée, qui ensuite, injecté dans le modèle, permet d'estimer les trajectoires et notamment l'occupation des lits de réanimation sur des périodes de quelques semaines. Donc ce que vous voyez sur la droite, c'est à partir de l'estimation qui a été faite sur la gauche, et là le R est estimé autour de 1,5. Vous avez d'abord la trajectoire principale d'occupation des lits de réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, si rien ne changeait. Et c'est le si rien ne changeait qui est important parce que bien sûr, on ne va pas laisser la situation se détériorer sous nos yeux et les différentes actions que Monsieur le Ministre rappelait juste précédemment doivent nous permettre d'infléchir des courbes. Les simulations qui vous sont présentées ici, où vous voyez pour le nombre R qui à la base est à 1,5 estimé début septembre, si vous arriviez à descendre à 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, ou à l'inverse, s'il augmentait à 1,6 ou 1,7, vous donne les trajectoires que vous observez. Et c'est extrêmement important parce que vous voyez à quel point un changement relativement limité du R peut avoir un impact à une échelle de quelques semaines. Et c'est la raison pour laquelle, toujours dans l'anticipation, si on arrive à agir tôt, on peut avoir un impact considérable sur la trajectoire de l'épidémie et sur l'occupation des lits de réanimation. Donc la diapositive que je vous présente maintenant, c'est toujours la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans une trajectoire qui était celle déterminée par les modélisations de début septembre sur l'estimation du nombre de reproductions à 1,47. Et vous avez différents seuils qui apparaissent sur cette modélisation. Alors tout d'abord, sur la gauche, ce sont les données observées en bleu. Et puis sur la droite, ce sont les données telles qu'elles sont prédites par le modèle. Les lignes horizontales que vous voyez sont différents seuils. Il y a le plus bas, le seuil de 30% de lits de réanimation occupés, qui est celui qu'on appelle le seuil d'alerte. À 60%, la ligne d'au-dessus, c'est le seuil d'état d'urgence sanitaire. Si vous avez la ligne pleine qui vient après, c'est la capacité totale des lits de réanimation qui est disponible aujourd'hui dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et elle est de 616. Et la ligne du dessus, ce serait la capacité de lits de réanimation si on était amené à réallouer d'autres lits à la réanimation. Bien entendu, il n'est pas question de laisser la dynamique, la trajectoire que vous voyez continuer, puisque très rapidement, ces seuils seraient atteints.
Déjà, on voit qu'au 1er octobre, le seuil d'alerte à 30% est atteint. Et c'est déjà, je le dirais, une limite. Parce qu'il ne faut pas oublier d'abord que des patients qui viennent en réanimation, ce sont des personnes qui souffrent et qui sont à risque de décès et de séquelles graves. Que pour les personnels soignants, accueillir des patients supplémentaires en réanimation est extrêmement dur. Ils ont été à juste titre les héros de la première vague de cette épidémie en mars dernier. Il ne faut pas leur imposer à nouveau la difficulté dans laquelle ils ont dû travailler pendant plusieurs semaines. Ils sont fatigués, ils se sont à peine reposés pendant l'été et tous les personnels soignants des services de réanimation doivent être protégés. Il est d'ailleurs difficile, au-delà des lits, de trouver des personnels qui puissent aussi prendre en charge les patients. Chaque patient demande un nombre de personnes pour les prendre en charge extrêmement élevé. Donc l'idée, c'est vraiment déjà à 30% de se dire qu'on est probablement à un seuil qu'on ne devrait pas vouloir dépasser. Sachez également que les lits de réanimation sont aujourd'hui occupés par des patients qui souffrent de pathologies lourdes, qui ont dû différer des interventions de type chirurgie cardiaque, neurochirurgie, chirurgie pour des cancers, parce que les lits étaient occupés par des patients atteints par la Covid dans les mois qui viennent de s'écouler, et que ces lits, on en a besoin aujourd'hui pour ces autres patients. Donc une fois de plus, même si vous voyez tous ces seuils, tous ces paliers, il n'est pas question de se dire voilà la marge qu'il nous reste avant qu'on sature complètement. Un seuil de 30% est déjà un seuil qui devrait être, comme il est indiqué, un seuil d'alerte maximale. Donc, vous avez ici une trajectoire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vous indique qu'effectivement, à partir du 1er octobre, le seuil de 30% a été atteint. Je vais vous montrer d'autres régions. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été la première pour laquelle ce seuil d'alerte maximale a été atteint le 25 septembre et qui donc a amené une certaine inquiétude. Comme vous le voyez ici, on observe, et Monsieur le Ministre y faisait référence, un léger tassement du nombre d'hospitalisations comparé à ce que la modélisation prédit. C'est peut-être ce frémissement qui nous laisse entendre qu'il y a une légère amélioration, mais attention, on est sur la durée, il faut que cela se confirme au moins pendant plus de 15 jours pour que l'on soit rassuré. La région Hauts-de-France que je vous présente ici est une région qui nous inquiète aujourd'hui. Vous voyez que le nombre de reproductions tel qu'il est estimé début septembre est élevé à 1,54. Vous voyez aussi que la dynamique, ce sont les barres horizontales bleues, va au-dessus de ce qui était prévu à partir d'une modélisation issue des chiffres de début septembre qui laisse entendre que possiblement, on est même sur une phase qui va plus vite que ce qui est prévu ici. Et vous voyez que les seuils d'alerte vont être atteints rapidement. Donc certainement, la région de Hauts-de-France aujourd'hui est une région où il faut agir vite. Une fois de plus, je vous rappelle les simulations que je vous avais montrées sur la première diapositive. Si on agit tôt, on peut infléchir ces courbes et avoir un impact considérable. Et bien sûr, ne pas voir se réaliser les projections que vous avez là sous les yeux. Je terminerai avec la région Île-de-France, où là aussi, le nombre de reproductions estimées début septembre était élevé à 1,4. Là aussi, on voit que les observés semblent être au-dessus pour la partie où il y a une juste exposition des données telles qu'elles étaient prédites. Donc attention, peut-être que la dynamique serait même plus rapide que celle que l'on observe ici. Et là aussi, je pense qu'il est urgent d'agir parce qu'on veut absolument éviter l'augmentation telle que celle qu'on verrait ici. Et déjà, comme je le disais précédemment, un seuil de 30% qui s'appelle alerte maximale porte bien son nom. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Ces courbes sont importantes. Ce sont des modèles, ce sont des prédictions. Et notre objectif, vous et nous, c'est de faire mentir ces courbes, de faire mentir ces modèles. Et par les actions que nous menons et que vous respectez sur les territoires, par l'action de chacun au quotidien, par l'attention qu'on porte parfois des situations qui nous paraissent être des détails, mais qui peuvent freiner la circulation du virus, de faire en sorte que ces simulations s'interrompent et que nous puissions retrouver une période d'accalmie tout en continuant à vivre avec le virus. Vivre avec le virus, ça signifie qu'on doit continuer à vivre au quotidien, en tenant compte des variations de l'épidémie, avec, je le disais, des périodes d'accalmie, nous en avons connu cet été, et avec des périodes où le virus ne circule plus à bas bruit, mais il commence à circuler plus massivement dans la population, des phases d'aggravation. C'est le cas actuellement. Nous sommes dans une phase d'aggravation depuis plusieurs semaines de la circulation du virus, qui met en tension notre système de santé et pour lequel nous devons agir. Et nous devons donc redoubler d'efforts dans la période et prendre des mesures qui deviennent contraignantes quand l'ensemble des piliers du testé, alerté, protégé, des gestes barrières ne suffit plus à protéger un territoire.
On vous a expliqué comment nous prenons les décisions, le classement des territoires en fonction de la gravité de l'épidémie localement, sur des indicateurs qui sont fiables, qui sont précis, qui sont renouvelés chaque jour, qui sont transparents. Et nous vous avons expliqué pourquoi nous prenons des mesures de gestion et pourquoi elles font sens. Un mot sur la méthode maintenant. Pour être acceptée, pour être comprise, pour être respectée, il faut évidemment que les Français les comprennent. Le rôle des élus locaux est alors majeur. Raison pour laquelle nous consultons, nous concertons les élus des territoires, surtout quand les territoires sont en alerte. Dans l'immense majorité des cas d'ailleurs, le diagnostic est partagé avec les élus, nous recherchons le consensus en toutes circonstances et en définitive, lorsque des mesures sont à prendre, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des Français. Pour rappel, nous avons pris des mesures il y a 3 semaines à Marseille, à Bordeaux et en Guadeloupe. Il y a 2 semaines à Lyon et à Nice. La semaine dernière, nous avons passé la Guadeloupe et Marseille-Aix en zone d'alerte maximale et nous avons passé en zone d'alerte renforcée Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Paris et les départements de la Petite Couronne, mais aussi Rouen, Grenoble et Montpellier. S'agissant de ces territoires, je vous ai rappelé il y a quelques minutes la logique et les principes qui nous guident. Je voudrais insister à nouveau sur la concertation avec les élus locaux, au premier rang desquels les maires, mais également les adjoints, les présidents de métropole, en lien avec les préfets. Si la concertation, je le disais, n'amène pas à une pleine convergence de vues, alors l'État assume de prendre les décisions qui s'imposent pour protéger la santé de nos concitoyens. Le Premier ministre a reçu hier, et encore ce matin et cet après-midi, les maires des grandes villes les plus touchées, presque toutes les grandes villes les plus touchées, et dont les tendances observées ces derniers jours marquent une évolution préoccupante. Ces échanges auxquels j'ai évidemment participé ont été constructifs. Vraiment, on peut dire que les élus sont pleinement conscients de la gravité de la situation et engagés à prendre leurs responsabilités pour protéger la population. Les maires sont essentiels à la fois pour accompagner la mise en place de mesures de réduction des risques, mais aussi pour informer, sensibiliser et contrôler le respect par nos concitoyens des gestes barrières et des mesures de gestion. Dans ce cadre, je souhaite partager maintenant avec vous la situation de certaines de ces métropoles. Je le disais, 7 métropoles ont été classées depuis la semaine dernière en zone de circulation dite renforcée, zone d'alerte renforcée. L'examen des derniers chiffres disponibles indique, je l'ai dit, une amélioration dans au moins 2 métropoles que sont Bordeaux et Nice, mais également à Marseille, où un certain nombre d'indicateurs semblent indiquer qu'on pourrait être sur la bonne voie. Et je précise que demain, j'aurai une visioconférence avec l'ensemble des acteurs locaux de Marseille pour faire un état des lieux avec eux, comme je m'y étais engagé lors de mon déplacement. À l'inverse, dans 5 métropoles, l'évolution des derniers jours reste très préoccupante, avec une dégradation à la fois des taux d'incidence en population générale et chez les publics vulnérables, mais aussi en termes de pression sur les services de réanimation. Il s'agit des métropoles de Lille, de Lyon, de Grenoble, de Toulouse, de Saint-Étienne. Le Premier ministre et moi avons déjà échangé avec la plupart des maires de ces villes ce matin. Vous allez avoir peut-être des diapos avec un aperçu sur la situation de Lille. Alors je vous invite toujours, je vous l'avais déjà dit, mais à prendre avec précaution la dernière partie de la courbe d'incidence. On a parfois l'impression qu'elle peut diminuer. En réalité, ce n'est qu'un l'effet lié à un retard de traitement des données, des tests des derniers jours. C'est tout à fait normal. Il faut en réalité s'arrêter 3 jours avant les derniers chiffres. Donc on voit qu'à Lille, l'incidence monte. Elle atteint près de 300 pour 100 000 habitants. Elle est à 165 pour 100 000 habitants chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Mais le taux d'admission en réanimation pour les malades du Covid est en dessous des 30%. Il est quand même élevé à 25%. La suivante. Sur Lyon, de la même manière, l'incidence continue d'augmenter. 255 pour 100 000 habitants, 146 pour 100 000 habitants chez les personnes âgées de 65 ans et plus. La part des patients Covid en réanimation à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on réfléchit toujours, on raisonne à l'échelle de la région pour ce qui est des réanimations, vous avez vu, est aussi en dessous des 30%, mais elle continue de monter et nous l'avons dit ce matin aux élus lyonnais. Grenoble correspond peu ou prou à la même situation.
avec des indicateurs d'incidence et de circulation du virus qui sont élevés et une saturation des réanimations à 26%, donc à l'échelle de la région, comme pour Lyon. Et enfin, ensuite, pour Saint-Étienne, de la même manière, vous voyez une incidence qui augmente, y compris chez les publics vulnérables, et aussi 26% d'occupation des réanimations par les malades du Covid. Nous avons indiqué à l'ensemble de ces maires que si les mesures mises en place depuis le week-end dernier à Lille, à Grenoble, à Lyon et à Saint-Étienne, nous allons évidemment contacter le maire de Saint-Étienne, que nous n'avons pas pu encore voir aujourd'hui, mais aussi à Toulouse, ne produisent pas suffisamment d'effets sur la situation épidémique, et en particulier sur les entrées en réanimation, nous pourrions être conduits la semaine prochaine à placer ces territoires en zone d'alerte maximale. Nous demandons aux maires, aux préfets, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de ces territoires de poursuivre les échanges sur l'évolution de la situation et les mesures qui devraient être prises en fonction de celle-ci. À date, il n'y a pas lieu de basculer ces métropoles en zone d'alerte maximale, mais vous l'avez compris, si la situation sanitaire devait se dégrader, eh bien nous serions amenés, en concertation avec les élus, à en décider la bascule. La situation de la métropole parisienne maintenant, où là aussi, vous voyez qu'il y a une dégradation qui s'est accélérée sur Paris et la Petite Couronne. Depuis hier, en effet, dans les dernières 24 heures, Paris a franchi les 3 seuils qui peuvent correspondre à la zone dite d'alerte maximale. Le taux d'incidence en population générale a dépassé les 250 cas pour 100 000, puisqu'il est à 263. L'incidence chez les publics fragiles est à 105 pour 100 000, il a donc dépassé les 100. Et le taux, la part de patients Covid en réanimation, selon qu'on prenne Paris ou Paris et la Petite Couronne, oscille aux alentours de 30 jusqu'à 35%. Ce franchissement des seuils, nous ne l'observons que depuis quelques heures. Nous avons besoin évidemment de le confirmer dans les tout prochains jours. Mais si ça devait se confirmer, nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la Petite Couronne en zone d'alerte maximale, et ce, dès lundi. Nous réexaminerons donc les indicateurs dimanche avec la maire de Paris et l'ensemble des élus concernés. Et si la dynamique ne s'est pas infléchie et que les données sont consolidées, je vous ai dit qu'à 24 heures, les données peuvent être parfois peuvent nous jouer des tours. Et si elles sont confirmées, eh bien nous prendrons ensemble, dès lundi, les mesures qui s'imposent et que nous devons, en tout état de cause, d'ores et déjà anticiper. Cette décision vaut pour Paris, pour les départements de la Petite Couronne, même si à l'heure où je vous parle, les départements de la Petite Couronne ont un taux d'incidence pour les personnes âgées qui dépasse 100, mais un taux d'incidence en population générale qui est en dessous de 250. Nous assumons de prendre une décision qui intègre Paris et les départements de la Petite Couronne, comme d'ailleurs nous l'avons fait pour Marseille et Aix-en-Provence, car les mouvements de population, vous l'imaginez, entre Paris et ses départements sont tels que l'évolution en Petite Couronne suit depuis le début de l'épidémie, avec quelques jours de décalage seulement, l'évolution constatée à Paris. Chaque jour, il y a des centaines de milliers d'habitants des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, qui viennent travailler, qui viennent étudier à Paris, et des centaines de milliers de Parisiens qui font de même dans ces départements. Nous ne pouvons donc pas dissocier les mesures dans ces territoires. Le passage en zone d'alerte maximale supposera que les habitants de Paris et de la Petite Couronne réduisent temporairement leurs interactions sociales de manière drastique, en tout cas plus importante que ce qu'ils font d'ores et déjà. Plus de fêtes de famille, plus de soirées, fermeture totale des bars. Chacun comprend que dans une fête, dans un bar, la probabilité qu'on soit debout, qu'on soit proches les uns des autres, qu'on ne porte pas de masque, est forte, et que donc le risque de contamination l'est aussi. C'est ce que disent encore une fois les études, aussi bien françaises qu'internationales. C'est ce que nous observons semaine après semaine en France et dans le monde. S'agissant des restaurants, le Premier ministre a rencontré cette semaine avec l'ensemble des ministres compétents les représentants du secteur qui ont fait part de leur volonté de nous faire remonter des propositions visant à renforcer les protocoles sanitaires applicables dans les restaurants. Nous avons par ailleurs, avec le Premier ministre, beaucoup échangé avec les maires des métropoles, en particulier la maire de Marseille. Vous savez que j'étais à Marseille en présence d'Alain Griset vendredi dernier pour échanger avec les élus sur ces différentes mesures. À la suite de l'ensemble de ces échanges, le gouvernement va, dans les prochains jours, examiner les propositions qui lui sont faites, c'est normal, par les représentants du secteur de la restauration et étudier des règles éventuelles
qui pourrait permettre aux restaurants, y compris en zone d'alerte maximale, de rester en tout ou partie ouverts, mais avec des règles sanitaires renforcées pour permettre de limiter au maximum les risques de contamination. Ces nouvelles règles, si elles nous semblent suffisamment robustes, protectrices, contrôlables, seront alors soumises au Haut Conseil de santé publique et si elles étaient validées, elles pourraient alors s'appliquer dans tous les territoires en zone d'alerte maximale, y compris, donc vous l'aurez compris, Aix, Marseille ou encore la Guadeloupe, de même qu'à Paris et dans les départements de la Petite Couronne, si les indicateurs confirment d'ici la fin du week-end que la capitale a bien dépassé dans la durée ces seuils. Je voudrais maintenant vous parler du triptyque tester, alerter, protéger. D'abord pour vous dire que depuis le début de l'épidémie, en France, plus de 13 millions de tests PCR ont été réalisés. Il s'agit d'un effort de diagnostic sans précédent dans l'histoire de notre pays. Depuis le mois d'août, nous dépassons chaque semaine le million de tests réalisés par semaine. Nous sommes l'un des pays, je l'ai déjà dit, qui testent le plus au monde. Nous nous sommes donné pour cela les moyens d'y arriver, en investissant massivement pour nous équiper en plateformes PCR, qui sont des machines, des automates complexes, en sécurisant les approvisionnements nationaux en réactifs, en écouvillons, en enlevant la prescription obligatoire, ce que j'assume, en remboursant intégralement ces tests pour qu'il n'y ait rien à avancer de la part des Français, en élargissant la liste des professionnels qui peuvent réaliser ces prélèvements et en mobilisant l'ensemble des laboratoires capables de participer à cet effort. C'est grâce à toutes ces actions que de nombreuses opérations de tests sont menées. D'abord des Barnum, c'est des centres de tests ambulatoires qui sont mis en place partout sur le territoire par les ARS et les collectivités, mais également des opérations démultipliées dans l'ensemble des laboratoires publics et privés. Et encore une fois, je tire mon chapeau à toute cette filière de la biologie qui fait un travail remarquable. Il y a des actions spécifiques qui sont conduites dans les EHPAD, mais également dans les aéroports. C'est grâce à cette mobilisation de l'ensemble des acteurs de terrain que nous arrivons à tester, à détecter les cas positifs pour pouvoir les mettre à l'abri et puis chercher les cas contacts. Il faut savoir que plus de 60% des cas positifs détectés sont asymptomatiques. Et quand on dit ça, ça légitime totalement notre stratégie de test grand public. Cette stratégie, tester, alerter, protéger, c'est l'un des piliers principaux de notre stratégie globale de lutte contre l'épidémie. Mais vous le savez aussi, et nous en avons parlé la semaine dernière, la très forte demande avec la rentrée, les retours de vacances, des déplacements, les retours à l'entreprise, a créé des tensions pour accéder à un test. Et début septembre, des retards dans le rendu d'examen ont été constatés. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette situation n'est clairement pas acceptable. C'est pour cette raison que nous avons, avec les professionnels, analysé de manière précise la situation pour ne pas se limiter à des effets d'annonce et mis en œuvre des actions correctrices qui commencent à porter leurs fruits. Quelques chiffres. D'abord, vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est l'organisation qui s'opère dans les territoires. Ce n'est pas depuis Paris qu'on pilote tout ça, c'est territoire par territoire, laboratoire par laboratoire, et ça nécessite un gros travail pour prioriser les publics prioritaires. Quitte à me répéter, je vous le rappelle, les personnes prioritaires sont uniquement les personnes symptomatiques, notamment ceux qui ont une prescription médicale, les cas contacts qui ont reçu des SMS de l'assurance maladie ou une notification sur Stop Covid, les professionnels de santé et les assimilés, les aides à domicile qui interviennent chez les gens. Une personne non prioritaire doit accepter d'attendre quelques jours, c'est encore le cas dans plusieurs territoires du pays, pour avoir accès à un test. Je vous disais, on commence à avoir des résultats intéressants en matière d'accès au test. D'abord, les chiffres de l'adresse nous montrent que 75% des tests sont rendus désormais en moins de 48 heures. C'est plus que la semaine dernière. Et vous allez voir que sur la deuxième carte, là on était encore en jaune avec des délais, on devient vert dans plusieurs territoires. Il y a un site internet que beaucoup de Français connaissent qui s'appelle Doctolib, qui permet de prendre des rendez-vous en ligne pour se faire tester. À la moitié du mois d'août, quand il n'y avait pas beaucoup d'embouteillage, le délai était de 4,4 jours, parce qu'il y a des gens qui prennent des rendez-vous à 7 jours volontairement, pour des tests planifiés, notamment les cas contacts. Ce délai s'était dégradé, il avait dépassé les 6 jours. Il est désormais redescendu au même niveau qu'à la mi-août, c'est-à-dire en moyenne 4 jours et demi.
Je ne suis pas en train de vous dire du tout qu'il n'y a pas des situations où les gens attendent, font la queue ou reçoivent des résultats trop tard. Ce que je veux vous dire, c'est que nous mettons tout en œuvre pour résoudre les situations qui persistent le plus vite possible, mais que la situation s'est améliorée. Il y a des centres de diagnostic qui ont été mis en place spécifiques, je le disais, pour les malades prioritaires. En Île-de-France, 15 centres ont été montés, 5 supplémentaires vont être montés dans les prochains jours. 10 000 tests ont été réalisés pour les publics prioritaires la seule semaine dernière. Tous les résultats sont rendus dans les 48 heures. Cette semaine, ce seront 20 000 tests qui auront été réalisés, avec des résultats qui auront été rendus en moyenne dans les 36 heures. La situation va donc continuer de s'améliorer. Elle s'améliorera d'autant plus que, vous le savez, certaines innovations vont venir compléter notre arsenal et notre politique de tests. Je pense bien sûr à l'arrivée des tests antigéniques. Nous sommes en train de travailler avec la Haute Autorité de Santé pour connaître les stratégies précises de déploiement de ces tests. D'ores et déjà, un avis favorable a été rendu s'agissant des patients symptomatiques qui permettra de nous appuyer sur les médecins libéraux, sur les pharmaciens pour pouvoir réaliser des prélèvements quand le moment sera venu. Nous avons reçu hier l'ensemble des acteurs de la filière santé avec le Premier ministre et nous avons notamment discuté de ces tests. J'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail comment ça fonctionne. Mais vous voyez que pour celles d'entre nous qui ont passé un test de grossesse notamment, c'est un peu le même principe avec la migration d'un produit, d'un prélèvement qui permet d'afficher si vous êtes positif au test ou non. Donc ça se déploiera progressivement. Encore un peu de patience, il nous faut pour ça conforter toutes les stratégies d'utilisation. Permettez-moi de conclure mon propos sur les tests en rappelant que le dépistage ne peut pas permettre à lui seul de lutter contre la circulation du virus. Il doit impérativement être suivi de l'isolement de la personne positive, de la mise à l'abri et de ses cas contacts. Pour éviter la propagation de l'épidémie, il est crucial que les personnes qui ont eu des contacts à risque avec une personne atteinte du virus et susceptible d'être contaminée s'isolent et réalisent le test. Pour cette raison, l'assurance maladie remplit un rôle central qui consiste à identifier et alerter ces personnes. Depuis le 13 mai, ce sont plus d'1 million de personnes contacts qui ont été contactées, alertées par l'assurance maladie. Les ARS font aussi un gros travail là-dessus, pour près de 400 000 personnes qui ont vu leur diagnostic confirmé. Mais afin que les préconisations d'isolement soient respectées, il faut aussi que les personnes qui travaillent soient en capacité de justifier, vous le savez, auprès de leur employeur, leur impossibilité de travailler en dehors de leur domicile. Pour cette raison, lorsque les personnes contacts sont en activité et ne peuvent pas télétravailler, parce que le télétravail reste possible, évidemment, il est même à favoriser, elles peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire, une prescription d'isolement servant de justificatif auprès de leur employeur. Et pour faciliter la prescription de ces arrêts de travail, à compter du 3 octobre, c'est-à-dire après-demain, les personnes appelées par l'assurance maladie en raison de leur statut de cas contact à risque pourront procéder elles-mêmes à une demande directement en ligne via le site déclare.amélie.fr. Ce téléservice, qui est simple d'utilisation, permettra de déterminer les dates de l'arrêt et garantira qu'aucun jour de carence ne sera appliqué à la personne concernée. Il sera accessible via Internet et depuis un smartphone. Et lors de l'indemnisation, l'assurance maladie contrôlera que la personne ayant sollicité l'arrêt de travail est bien recensée comme cas contact à risque, évidemment. Voilà, c'est beaucoup d'informations qu'on voulait, avec le professeur Fontanet, vous livrer aujourd'hui. Je crois que on a besoin d'expliquer la politique qui est la nôtre, notre stratégie qui est juste, qui est la bonne stratégie, à laquelle nous croyons profondément, qui a porté ses fruits dans notre pays, qui doit pouvoir nous éviter des mesures plus drastiques de lutte contre la circulation du virus, qui a pour objectif de protéger les Français, de protéger nos hôpitaux, comme l'a dit très justement Arnaud Fontanet, de protéger des soignants qui ont déjà énormément donné. Nous comptons sur la solidarité. Nous savons que les Français savent faire preuve de solidarité et de courage dans l'épreuve. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine conférence de presse. Et je vous annonce également que nous allons reprendre des points, non pas quotidiens, mais pluri-hebdomadaires d'information par le biais de mon directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon. Face à l'augmentation des hospitalisations, avez-vous prévu des dispositifs dans les hôpitaux pour y faire face ? Oui, et heureusement. Au printemps dernier, lorsque l'épidémie a commencé à menacer les hôpitaux,
nous avions pris la décision de faire un plan blanc global dans tous les hôpitaux et toutes les cliniques du pays, en annulant la chirurgie programmée pour libérer des blocs opératoires, libérer des salles de réveil pour les transformer en salles de réanimation. Nous sommes capables de le faire. D'ailleurs, je crois que dans les hôpitaux parisiens, le directeur général de la PHP et ici dans l'hôpital, il y a déjà eu des déprogrammations qui ont concerné des malades. Cette fois-ci, notre stratégie, elle est de fonctionner territoire par territoire, en fonction de la situation propre à chaque territoire et de la tension sanitaire. Pas de déprogrammation générale, on a plus d'outils pour suivre l'évolution du virus au quotidien, et nous souhaitons préserver les soins qui sont indispensables pour des malades qui n'ont pas le Covid. La vaccination augmente alors que le port du masque est obligatoire depuis quelques mois. Parce que le masque ne fait pas tout. D'ailleurs, vous avez des pays asiatiques qui ont beaucoup plus l'expérience du port de masque, qui portent le masque dès qu'il y a une épidémie depuis des années et qui eux-mêmes ont été confrontés à des vagues épidémiques. Le masque ne suffit pas et d'ailleurs le masque ne doit pas, je l'ai déjà dit, je le redis, être considéré comme un totem d'immunité. Si on porte un masque mais qu'on ne fait pas attention à ses mains ou si on porte un masque au travail qu'on l'enlève quand on est chez soi, eh bien, on peut être contaminé. Et beaucoup de contaminations se font, je le redis, en milieu familial, lors d'événements festifs, chez soi, ou dans les bars, ou dans la rue, raison pour laquelle il faut rester vigilant tout le temps. Est-ce que les clusters dans les écoles vous inquiètent? Non, les clusters dans les écoles ne m'inquiètent pas. Pourquoi ? D'abord parce que les enfants, vous le savez, ne font pas de forme grave. Et donc, un enfant qui a le coronavirus n'est pas un enfant qui est en danger. Les cas rares, les cas de gravité sont exceptionnels et touchent un certain public d'enfants. Ensuite, les scientifiques nous disent, sous contrôle du professeur Fontanet, que les enfants sont moins contagieux que les adultes. Et ensuite, les clusters aujourd'hui, ce qu'on appelle les grappes de cas, ne sont qu'une petite partie, une petite minorité, en réalité, des diagnostics qui sont faits. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des contaminations à l'école? Parce que les clusters sont identifiables. Mais la contamination du quotidien ne l'est pas. Donc il ne faut pas avoir peur d'emmener son enfant à l'école. Et Jean-Michel Blanquer se démène semaine après semaine pour faire en sorte que les écoles puissent fonctionner, parce qu'il est fondamental que nos enfants puissent apprendre. Il y a des pays dans lesquels ils ont fait d'autres choix, où les enfants sont parfois privés d'école depuis le mois de mars, ou des pays dans lesquels les enfants ne vont à l'école qu'un jour ou deux par semaine. Ce n'est pas le choix de la France, et nous le faisons en toute sécurité sanitaire. Je ne sais pas s'il y a des questions des journalistes dans la salle. Oui, bonjour, Camille Collin pour TF1 et LCI. J'ai une question. Il me semble-t-il, au Canada, à Montréal et Québec, il a été décidé d'interdire les invitations à domicile de proches, de membres de la famille, d'amis aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé même en France? Quand vous l'avez rappelé aujourd'hui, les contaminations en sphère privée se font surtout en sphère privée dans le milieu familial. La France est le pays des libertés fondamentales. Le pays des libertés fondamentales. Vivre avec le virus, ça ne veut pas dire vivre en renonçant à nos valeurs et à nos libertés. Je ne dis pas du tout que le Canada n'ait pas de valeurs, je dis que nous avons un pays qui a une histoire qui est différente. Par exemple, il y a certains pays qui obligent les personnes à être chez elles lorsqu'elles sont cas contact, avec des contrôles, des amendes et parfois même des peines de prison. Ça existe dans certains pays. Ce n'est pas le choix que nous avons fait en France et d'ailleurs dans la plupart des pays européens, parce que nous fonctionnons sur la confiance, sur l'accompagnement, sur l'écoute. Quelqu'un qui est cas contact et qui est mis en septaine chez lui, par exemple, va être contacté plusieurs fois par l'assurance maladie, par l'ARS ou par son médecin. Il ne faut pas hésiter à appeler son médecin d'ailleurs, parce que c'est très important qu'il fasse partie intégrante du parcours de soins, pour s'assurer qu'il ne manque de rien et que tout va bien. De la même manière, mon discours, il est de dire « faites attention, faites gaffe chez vous ». Réduisez les contacts. N'invitez pas 20 copains à faire la fête parce qu'on ne peut plus sortir dans les bars. Ça n'aurait aucun sens. Et je crois profondément, je m'estime encore jeune, je fais partie en tout cas d'une génération qui peut sortir, qui pouvait sortir quand elle avait le temps. Je suis convaincu que les personnes jeunes savent qu'il y a un risque pour les personnes qu'elles aiment, qu'elles connaissent ou qu'elles connaissent moins, qui sont plus vulnérables qu'elles. Je suis convaincu que c'est l'écrasante majorité des cas. Et je suis convaincu que la jeunesse a là l'occasion de faire preuve d'une solidarité exemplaire. Elle l'a fait au quotidien depuis le début de l'épidémie. Elle doit encore renforcer cet effort. J'ai conscience que c'est une contrainte pour des jeunes, je pense à des étudiants dont on annule le week-end d'intégration, qui ne peuvent plus se retrouver dans les bars comme ils voulaient le faire, qui découvrent parfois la liberté pour la première fois, parfois même ils ont changé de ville, ils ont besoin de se faire des amis. Je comprends ça. Mais d'abord, il y a des étudiants qui font des formes graves. Ça arrive. Ensuite, il y a des étudiants qui font des formes pas graves, voire asymptomatiques, et qui se sentent protégés eux-mêmes,
et qui vont aller voir des personnes qui, elles, vont faire des formes graves. Et personne n'a envie d'être responsable de ça. Donc je crois profondément à la solidarité et à l'esprit de responsabilité des Français. Bonjour Monsieur le Ministre, Florent Tardif pour Canal+ CNews. J'ai une première question suite à la conférence que vous venez de tenir sur la différence de traitement entre Paris et Marseille. Nous avons vu que Paris, vraisemblablement depuis le 24 septembre, c'est ce qui était affiché à l'écran, a franchi les 3 seuils d'alerte. Pourquoi eh bien, la capitale bénéficie d'un laps de temps supplémentaire afin de confirmer ces chiffres. C'est ce que vous avez expliqué à l'instant. On a vu que les chiffres donc, en réanimation sont de 35%, donc c'est-à-dire bien au-delà du seuil d'alerte. Pourquoi accorder ce laps de temps lorsque justement des élus marseillais, la semaine dernière, vous demandaient un temps supplémentaire afin d'adapter des mesures? Et deuxième question, sur l'auto-isolement, sa période a été réduite il y a quelques semaines. Le Premier ministre a expliqué qu'il y aurait des contrôles. Qui opère ces contrôles? Ont-ils débuté? Et pouvons-nous avoir un premier bilan des contrôles effectués s'ils ont d'ores et déjà débuté dans notre pays? Merci. Sur votre première question, je vous mentirais si je vous disais que je m'y attendais pas. Elle est légitime. Par contre, pardonnez-moi, elle est erronée dans son intitulé. Vous dites que Paris a basculé le 24 septembre. Non, vous avez peut-être regardé la modélisation de l'Institut Pasteur. Moi, je vous donne les chiffres sous contrôle du directeur de l'ARS Île-de-France qui est aussi présent dans la salle. Non, les seuils ont été franchis en termes d'incidence personnes âgées et de taux d'occupation des réanimations dans les dernières 24 heures. Dans les dernières 24 heures. Pas le 24 septembre. Sans quoi nous aurions basculé Paris la semaine dernière en même temps que Marseille. Il n'y a pas de traitement différencié. Ensuite, j'ai expliqué que ça n'était pas stabilisé lorsqu'on est dans les 24 heures, qu'il faut au moins 2, 3, 4 jours pour pouvoir vérifier qu'effectivement Paris s'inscrit dans cette dynamique, hélas. Par ailleurs, Marseille a été basculée en zone d'alerte maximale. Elle avait déjà franchi les seuils, les trois seuils, pas depuis 24 heures, mais depuis plus longtemps que cela. Donc il n'y a pas de traitement différencié entre Marseille et Paris. Et enfin, j'ajoute que selon qu'on prenne Paris ou Paris et la petite couronne, dans un cas de figure, on a franchi les critères. Dans l'autre cas de figure, on est sur le point de les franchir. D'accord? Et pour les raisons que j'ai expliquées, de la prise en compte du territoire dans son ensemble, ça nécessite de le stabiliser. Il n'y a pas de traitement différencié. Et je me suis rendu à Marseille pour éclaircir les choses avec les élus. Nous sommes allés dans un service de réanimation où il y avait 14 malades sur 15 lits occupés par des patients Covid. 45% d'entre eux étaient âgés de moins de 60 ans. Et les médecins marseillais nous ont dit beaucoup de ce qu'ils affrontent en ce moment en termes d'épidémie et d'impact sanitaire. Et je crois que ça a été un moment suffisamment fort pour qu'on chacun puisse considérer que les mesures que nous prenions étaient adaptées. Sur les mesures de contrôle, je le disais, nous n'avons pas de contraintes législatives pour que les gens qui sont invités à rester chez eux le restent. En revanche, nous multiplions les appels, les contacts, les SMS, les ARS le font, l'assurance maladie, les médecins le font, les infirmières, quand il y a des infirmières à domicile, le font, pour vérifier que personne ne manque de rien et que cette septaine se passe dans de bonnes conditions. Il y a également des enquêtes d'opinion qui portent sur la capacité des Français à adhérer à cette septaine et nous renforçons partout où c'est nécessaire les moyens disponibles pour que personne ne manque de rien. Il est évident que si une personne se retrouve en septaine avec des difficultés parce qu'elle a un entourage qui est faible et qui ne peut pas faire ses courses ou qui ne peut pas... Évidemment, dans ce cas-là, il faut qu'on lui vienne en aide. Quand on parle de contrôle, c'est aussi contrôler que la septaine se passe bien et que personne ne manque de rien. Ministre Perrine Vasse pour BFM TV. J'ai 2 questions en une. Alors pour revenir sur Marseille, les élus marseillais ont envoyé une lettre il y a quelques minutes pour demander la rouverture des bars à Marseille dès ce week-end. Dans leur lettre, ils expliquent que le taux d'incidence à Marseille est passé en dessous de 250 alors qu'il est aujourd'hui de 297 à Lille. Nous savons que vous avez une visioconférence avec eux dès demain midi. Vous avez également parlé des mesures que pourraient prendre les restaurateurs pour être plus drastiques. Alors est-ce qu'à l'issue de cette visioconférence, ou en tout cas, est-ce que dans cette réunion demain midi, il sera question des mesures plus drastiques que pourraient prendre les restaurateurs et donc une rouverture possible pour ce week-end à Marseille et à Aix comme les élus le demandent? Et justement, dans ces restaurants, est-ce que l'une des mesures pourrait être le cahier de rappel où les gens pourraient marquer leurs coordonnées qui fonctionnent dans plusieurs pays européens? Merci. Alors c'est en vigueur, ça ne veut pas dire que ça fonctionne, mais c'est une mesure qu'on peut étudier, qu'on peut examiner, qu'on peut réfléchir. Encore une fois, ça fait partie des mesures qui nous sont proposées par les représentants de la restauration. Et nous avons dit que nous n'avions pas de raison d'être
d'être opposés a priori à des dispositions qui nous sont proposées et que nous pouvions le faire comme nous l'avons d'ailleurs fait tout au long de la gestion de crise en saisissant les autorités scientifiques et sanitaires compétentes pour qu'elles nous disent si ça leur semblait justifié, solide, nécessaire et contrôlable. Vous savez très bien que parfois il y a des mesures qui sont difficiles à contrôler et à appliquer. Or, il faut que ce soit efficace. Donc il faut que ce soit contrôlable. Sur la question de l'incidence à Marseille, je vous ai surtout montrer le niveau d'occupation des lits de réanimation des hôpitaux, des déprogrammations. Les médecins marseillais, un grand collectif de médecins marseillais des hôpitaux, ont publié cette semaine une tribune pour dire que la tension sanitaire était vive, elle était forte à Marseille. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'un taux d'incidence devait se regarder avec quelques jours de recul, puisqu'on peut avoir le sentiment qu'il y a une baisse, mais que cette baisse peut être beaucoup moins importante que ce que la courbe nous dit quand on la regarde au jour le jour. Pardon, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une réalité. Donc aussi bien on peut dire qu'on commence à avoir une baisse, vraiment il faut qu'on comprenne ça, pardon. On peut avoir une inflexion de l'incidence, c'est-à-dire un ralentissement de la vitesse d'augmentation de l'épidémie. Mais d'une part, je vous ai dit tout à l'heure en préambule que les conséquences sanitaires sont mesurées à 15 jours. D'autre part, que l'incidence chez les personnes âgées à Marseille reste la plus importante de France, qu'elle est de 25% plus élevée que l'incidence des personnes âgées la plus importante dans la deuxième ville. Donc, à partir du moment où vous avez une incidence, le virus circule autant chez les personnes qui sont vulnérables et fragiles, vous savez que vous avez un impact sanitaire à venir dans les 15 jours qui va être important. Hélas. Encore une fois, hélas. Et ce n'est pas parce que vous enregistrez une baisse que la baisse est suffisante. En l'occurrence, cette incidence chez les personnes âgées, moi, elle me gêne beaucoup. Elle me gêne beaucoup. Je verrai demain les élus marseillais, je m'y étais engagé, et nous aurons une clause de revoyure sur la situation marseillaise dimanche, comme je m'y étais engagé en me rendant à Marseille. Dire qu'on est capable de réévaluer, de partager les données, ne veut pas dire qu'on va forcément réévaluer dans un sens ou dans l'autre. Donc, je laisse le temps à la concertation, sinon vous me reprocheriez de ne pas l'avoir fait. Bonsoir, je suis là, Frédéric Prabonneau, France Télévisions. Dans plusieurs avis du Conseil scientifique, les experts recommandaient de mettre en place des plans métropoles, de profiter de l'été pour mettre en place ces plans, ce qui devait permettre d'affronter la situation à laquelle on est confronté en cette rentrée. Est-ce que ces plans métropoles sont en place ? Au nom du Conseil scientifique ? Vrai, c'est que le Conseil scientifique, depuis le mois de juin, a alerté le gouvernement sur le fait que l'épidémie serait la plus active dans les métropoles et que pour nous, l'inquiétude portait justement sur les grandes villes. Donc nous avons, dans des avis passés le 7, 8 et 9, élaboré une proposition de plan qu'on appelle métropole, avec toute une série de mesures à prendre en concertation localement entre les différents acteurs que Monsieur le ministre a déjà rappelés. Et pour nous, c'est absolument essentiel. Donc cette concertation était effectivement pour cet été, pour être prêt pour la rentrée, car nous avions également annoncé que la rentrée serait difficile, qu'on prévoyait le retour du virus à la rentrée, ce qui est arrivé et effectivement était prévisible. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en métropole parce que la prise de conscience a eu lieu. De là, vous dire que toutes les métropoles ont rempli et coché toutes les cases, je ne sais pas, mais vous pourrez trouver effectivement dans nos avis ces propositions très détaillées. Je vais compléter la réponse du professeur Fontanet, puisque nous avons depuis hier rencontré les élus locaux de Marseille, de Paris, de Grenoble, de Lyon, de Lille. Dans la plupart des situations, des plans métropoles ont été évidemment mis en place par les acteurs locaux en lien avec le préfet, les représentants de l'ARS. C'est tout à fait naturel de le faire. De la prévention, de la sensibilisation, de l'accompagnement, de la solidarité, c'est important. La solidarité, une attention particulière portée aux milieux fragiles comme les EHPAD, des messages de sensibilisation. Donc oui, les plans métropoles sont actifs, ils sont différenciés selon les territoires, mais les élus, vous imaginez bien que les élus locaux, l'ensemble des élus locaux de notre pays sont pleinement mobilisés dans la gestion de cette crise. Ils ne pourraient pas en être autrement, ça fait partie de leur responsabilité. Nous nous en sommes assurés avec le Premier ministre encore depuis hier. Anne-Laure Danier, France Info. Il y a une méthode de test qui est fiable quasiment à 100%, qui est peu coûteuse. Ce sont les chiens qui sont formés à l'école vétérinaire de Maison-Alfort.
Une dizaine de pays vont ou ont déployé ce dispositif, d'ailleurs grâce à l'école vétérinaire et à leur conseil de Maison Alfort. Comment expliquez-vous qu'en France, on ne se serve pas de ce dispositif et qu'on ne le déploie pas pour des tests de dépistage massifs dans les entreprises, les universités, les hôpitaux par exemple? Alors en réalité, madame, il y a des chiens renifleurs de Covid, enfin je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont déployés en France, notamment en Corse et en Île-de-France. Vous l'ignoriez peut-être, mais ils existent. Et figurez-vous, quand j'étais avec le président de la République à Beyrouth il y a 15 jours, j'ai assisté à une démonstration de ces chiens. C'est assez impressionnant à voir, en aéroport, en phase expérimentale encore. Et j'ai rencontré le professeur de médecine qui est à l'origine de cette expérimentation. Et c'est lui-même qui, en coopération avec Paris et la Corse, développe progressivement cette technique. Donc il y a des validations qui sont en cours. Vous imaginez bien qu'il faut un certain nombre de processus de validation scientifique. C'est une piste très intéressante qui ne remplacera jamais les tests PCR ni les autres tests innovants qui arrivent. Mais toute piste est bonne à explorer. Et j'avoue que j'avais été assez impressionné par la démonstration que j'avais vue. Mais une démonstration ne fait pas évidemment une assise scientifique suffisante. Il faut des données publiées pour ça. Ça avance. Je vous remercie beaucoup.